Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine, et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu différente. Je vais faire une FAQ, donc une foire aux questions. Il y a quelques semaines je vous ai laissé un formulaire, aussi bien sur Instagram que sur YouTube, pour que vous puissiez me poser des questions. Donc j'ai trouvé le système quand même plus simple que les boîtes à questions sur Instagram, parce que pour moi, tout était regroupé au même endroit, c'était facile de retrouver les réponses, et vous aviez toute la place que vous vouliez pour poser des questions, et ça vous a plu parce que vous avez posé pas mal de questions, certaines en ont posé vraiment plusieurs d'un coup, et j'ai trouvé ça bien, je trouvais que c'était quand même plus confortable. Donc c'est parti, je vais répondre à toutes vos questions. Alors je vais essayer je les ai rangées par catégorie pour que ça soit plus simple, parce qu'il y a des questions déjà qui sont revenues quand même plusieurs fois les mêmes, et il y a un sujet en particulier qui vraiment vous a passionné, qui vous... Voilà, c'était très très curieuse pour... Alors je dis curieuse, parce que j'ai l'impression quand même que c'était que des femmes qui m'ont posé des questions. Donc très très curieuse sur un sujet, ça viendra au fil de la vidéo, et je vais essayer de mettre des chapitrages sur la vidéo pour que vous puissiez voir les sections qui vous intéressent. Moi je suppose que je vais le faire, vous voyez déjà si c'est fait ou pas, mais il n'y a pas de raison, je pense que voilà, je vais le faire, ça sera chouette. Donc c'est parti, installez-vous bien, je n'en ai aucune idée du temps que ça va me prendre et tout, c'est la surprise, on verra... Vous le savez déjà en fait, comme tout le temps, mais moi je sais pas, je verrai ça à la fin. Donc si vous voyez cette vidéo là, c'est que moi je suis en vacances, c'est pour ça que je l'ai prévu. Je l'avais prévu, j'avais lancé les questions un peu tôt, mais j'ai mis du temps à... J'ai pas répondu tout de suite, parce que voilà, c'était, ça faisait partie des vidéos que je vous réservais pour ma petite pause estivale, mais je veux pas vous laisser sans rien, et j'espère que donc cet épisode, en remplacement des vlogs, vous plaira tout de même. Alors je suis munie de mon téléphone où j'ai toutes les questions, donc veuillez m'excuser si parfois je regarde en dessous, mais j'ai pas retenu par cœur toutes les questions. J'ai pas non plus... Alors il y a des questions quand même que j'ai préparées parce que ça demandait que ça se prépare avant, mais il y a beaucoup de questions où quand même ça va être vraiment sur le vif. Donc on va commencer par une présentation. Si, donc moi c'est Lauriane, au moment où je tourne la vidéo j'ai 34 ans, j'habite dans le Nord-Pas-de-Calais, donc Pas-de-Calais plus précisément au niveau de la Côte d'Opale, avec donc mon chéri Cyril, que vous avez déjà pu rencontrer pour certaines sur les festivals, parce qu'il m'accompagne à tous les festivals de laine où je suis allée, et il m'accompagne très souvent dans les merceries et tout, bref, j'embarque beaucoup mon homme dans la laine, dans les tricots, et il aime ça. Il tricote pas, mais il aime bien me suivre. Et j'ai deux garçons, Axel qui a 16 ans et Noah qui a 13 ans, et qui eux ne tricotent pas, mais qui sont passionnés de chaussettes tricotées. À côté de ça, je suis donc assistante maternelle agréée, donc c'est-à-dire que j'accueille à mon domicile des enfants pendant que leurs parents travaillent. Voilà, c'est mon métier à temps plein, et donc je suis agréée pour 4 enfants. Je travaille actuellement avec 5 enfants qui sont âgés euh, de 9 mois à 5 ans. Alors, maintenant rentrons dans le vif du sujet. Depuis combien de temps fais-tu du crochet et du tricot? Alors je pense, alors j'ai pas souvenir de ça, mais je pense que j'ai appris à tricoter alors le crochet peut-être pas, mais je pense que il me semble quand même que j'ai dû apprendre le tricot quand j'étais toute petite avec ma mère, parce qu'elle tricotait, elle faisait de la couture, elle faisait du crochet, elle faisait vraiment de tout, très manuelle, très créative, et donc voilà, j'ai dû apprendre avec elle, mais c'est vrai que j'en ai pas de souvenir. Et c'est quand mon deuxième il est né, Noah, que vraiment je me suis lancée dans le crochet et dans le tricot. D'abord le crochet parce que je voyais plein de choses passer sur Instagram et ça m'a plu, je me suis lancée. Donc en commençant tout simplement par faire des doudous, des bonnets pour mes garçons, parce que voilà, Noah quand il était né, donc en 2010, voilà, j'ai pu faire des choses de layette et tout, donc c'était chouette. Donc j'ai d'abord commencé par le crochet et puis après j'ai suivi un peu avec le tricot. Dans la foulée, vers 2011 je dirais, mais j'ai vraiment mis du temps avant de... C'était pas du tout du autant de tricot et de crochet que je peux faire maintenant. C'était vraiment, je tricotais un gilet pour Noah, je me souviens un gilet taille 18 mois, je sais pas, il me fallait 2 mois pour le tricoter quoi. Et j'ai commencé par des tricots fil d'art, avec des fils fil d'art, alors que je connaissais Ravelry, mais j'ai utilisé d'abord Ravelry davantage pour le crochet avant de m'y mettre pour le tricot. Mais voilà, donc depuis 2010-2011, j'ai commencé le crochet et le tricot, d'abord surtout pour mes enfants, et après au fil du temps, pour moi, et quasiment devenu que pour moi. Quelle est l'origine de ce nom Lo Demoiselle? Alors Lo Demoiselle, Lo pour mon prénom, Lauriane,
et demoiselle, je saurais pas vous le dire. Voilà, un jour il a fallu trouver un pseudo, j'ai cherché et je me suis dit que c'était bien, j'aimais bien et c'était pas pris, donc c'est devenu Lo Demoiselle et ça fait quand même maintenant pas mal d'années que c'est mon pseudo et qui m'a suivie partout. J'ai eu des blogs avec ça, voilà, j'ai fait mon Instagram, j'ai fait ma page YouTube. C'est jamais pris, je l'ai toujours, j'ai toujours pu l'avoir, donc c'est resté et avec un Z parce qu'avec un S ça devait être pris. Ah oui, et j'avais Lynn qui m'avait donc posé: «Depuis combien de temps tricotes-tu et avec qui as-tu appris?» Donc voilà. Par contre quand j'ai reappris donc j'ai dû apprendre je pense les bases avec ma mère, en étant jeune et quand je me suis remise, à l'époque, j'ai acheté le Tricot Facile et Crochet Facile en maison de presse que je recevais, toutes les semaines. On achetait à la maison de presse le nouveau numéro, donc au début c'est 1 € puis 2 €. Donc à un moment j'ai stoppé mais j'ai eu quand même pas mal de fiches, pas mal de petites pelotes, donc je me souviens avoir fait tout plein de petits carrés et moi j'ai surtout appris comme ça. Voilà, à cette époque-là, c'était pas du tout YouTube ou autre. Moi franchement je m'étais pas je regardais aucun podcast, je suivais pas grand-chose en fait, hein. C'était beaucoup, voilà avec les livres, les magazines, films d'art pour débutants, des livres et donc ça devait être Hachette, l'édition Hachette qui faisait ça. Tricot Facile, qui était vendu en maison de presse. Maintenant on va passer au matériel. Alors, on m'a demandé si je pourrais faire une vidéo matériel en comparant avec l'ancienne, voir l'évolution, ce que maintenant je préfère, mon avis avec du recul. Et donc j'ai trouvé l'idée intéressante, donc ça je vous refais une vidéo à part, pour peut-être vraiment dire mes indispensables, parce que je vous avais fait une vidéo, il me semble, où je vous montrais tout mon matériel, et c'est vrai qu'au final il y a des choses, peut-être que je me sers plus, ou moins, mais vraiment ce qui m'est indispensable, je pense que ça pourrait être intéressant, donc je retiens l'idée et je vous en reparle. On connaît déjà beaucoup de choses sur ton historique tricot, alors je vais orienter mes questions sur le matériel. J'ai l'impression que tu en parles moins. Si tu as des préférences sur les aiguilles, vêtements et chaussettes, les laines, fibres, les teinturiers. Donc avec ces questions-là, je vais quand même revenir rapidement sur mes aiguilles. Clairement, moi, Xiaogu Forever, pour toujours, j'adore la marque Xiaogu. J'ai commencé avec des Knit Pro et j'ai duré longtemps avec mes Knit Pro. Franchement, je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix pour débuter quand on veut pas investir trop d'argent dans ces aiguilles, ce que je peux comprendre parfaitement. Et donc moi j'ai gardé mes Nitro Pro. Bah, vous voyez, sur à peu près un peu plus de 10 ans de tricot, j'ai dû faire mes Knit Pro pendant la moitié de mon temps, pendant un peu plus de 5 ans. J'ai fait avec des Knit Pro, j'en étais super contente. Et puis un jour, je me suis lancée et j'ai acheté un kit complet chez Xiaogu parce que Lily comme tout faisait des promos avant qu'ils augmentent leurs tarifs. Je me souviens, elle avait dit: «Il me reste genre, 3 kits, ils sont en promo» et j'en ai profité, je l'avais acheté à ce moment-là et j'avoue que là, ça avait été la révélation, j'ai adoré, Xiaogu. Donc moi, j'ai le kit complet en aiguilles qui font, les plus petites, 10 centimètres, 4 pouces, ça doit être ça. Parce que je m'étais dit: plus elles sont petites, plus j'arriverai avec un petit câble à faire des petites circonférences comme les manches. Bon finalement c'est pas vraiment le cas, j'utilise d'autres aiguilles pour faire les manches, je vais en reparler après, mais voilà, mes Xiaogu en 10 centimètres, je suis vraiment contente. Après j'ai racheté quelques aiguilles parce que celles que j'utilise le plus, 3,5, 3,75, je les ai achetées en double, et j'en ai beaucoup qui sont plus grandes, qui sont les 5 pouces en 13 centimètres, et ça me convient bien. J'aime bien quand je fais pour des châles, je vais préférer prendre mes plus grandes aiguilles, et pour les pulls, les plus petites. Alors pourquoi Xiaogu? Parce que leur fameux câble rouge qui reste pas tout enroulé, tout ça, il y a pas à dire, moi je trouve ça super top, ça glisse bien dessus, donc franchement j'en suis contente. Au niveau des chaussettes, je tricote avec la même chose, des Xiaogu, mais cette fois-ci avec des plus petites. J'ai été chercher mes aiguilles, je me suis dit que ça serait quand même plus simple de vous les montrer. Donc je tricote avec les Xiaogu interchangeables, toujours interchangeables, pour tous mes tricots. Donc vous voyez là c'est 5 pouces, là c'est 4 pouces, vous voyez la différence de longueur. Hop, si je les mets bien. Donc voilà, donc il y a 2,5 centimètres de différence entre les deux, avec un câble interchangeable que j'aime bien et adapter au fur et à mesure. Donc je vais prendre un petit câble au niveau de l'encolure quand je commence un pull par le haut, et puis je vais agrandir pour prendre un plus grand câble. Alors pas aussi grand que ce qu'il me faudrait pour au maximum par exemple avant l'emmanchure, parce que c'est vrai que là il y a beaucoup de mailles, mais je vais prendre un câble qui je sais sera bien pour ensuite tout le reste du corps, donc souvent c'est 75 centimètres. Pareil, mes câbles, j'en ai racheté quand même pas mal j'en ai racheté plusieurs à côté, parce que vraiment moi les 75 centimètres et 95 centimètres sont vraiment ceux que j'utilise le plus.
Pour mes chaussettes, j'utilise donc ces mini là de chez Xiaogu toujours en 2,25 parce que c'est ce que je préfère au niveau du rendu du tissu pour mes chaussettes. Donc là ce sont des mini de 23 cm fixes. Elles sont pas interchangeables, hein, voilà, c'est en un seul morceau et moi c'est ce que j'aime utiliser pour mes chaussettes. J'ai mis du temps à m'habituer, hein, au départ quand j'ai commencé avec des mini circulaires c'était pas agréable, c'était pas confortable, mais j'ai continué. En fait, c'était soit ça ou ça fait un moment que je tricote mes chaussettes avec mes aiguilles circulaires. C'était soit ça ou soit à l'époque... parce que moi, en fait, quand j'ai commencé à tricoter en rond, j'ai commencé avec des doubles pointes. Avec 4 ou 5 aiguilles double pointe. Donc je m'étais dit, mes chaussettes, c'était soit des aiguilles double pointe ou soit une mini circulaire. Je me suis dit, les aiguilles double pointe sur une petite circonférence comme ça, c'était un peu pénible. Aussi fin, tout ça, je me suis dit, non, faut que je me force. Alors il m'a fallu un temps d'adaptation, mais j'ai fini par m'y habituer et maintenant je saurais pas faire autrement, j'adore faire mes chaussettes avec ça. Et pour les manches, j'utilise encore une autre sorte d'aiguille. Ce sont toujours des Xiaogu, hein, on change pas une équipe qui gagne, et là ce sont des fixes de 30 cm et vous voyez elles sont coudées. Et ça j'adore le fait qu'elles soient coudées, ça les fait qu'on les tient bien, on les prend mieux en main je trouve, et vraiment moi je suis conquise. Et donc ça en fait au fil du temps, j'ai acheté toutes les tailles de 5, donc je dois avoir 5, 4,5, 4, 3,75, 3,5, 3,25, 3... Ah peut-être pas 3, si je dois avoir 3 mm, donc je les ai toutes achetées pour faire mes manches, pour être sûre d'avoir toujours ce qu'il faut pour mes manches. Et là, ça franchement jusqu'au bout de ma manche, donc elles font 30 cm, donc vraiment du haut de la manche jusqu'au bout de la manche, il n'y a pas de souci. Pour un pull adulte, ça passe très bien, voilà. C'est vraiment mes aiguilles préférées. J'ai j'ai essayé d'autres choses, j'ai essayé Aya, mais moi je suis quelqu'un qui pousse toujours mon aiguille avec mon doigt, et Aya ça pique beaucoup trop pour moi, j'y arrive pas. Donc clairement, moi Xiaogu, c'est ce que je préfère. Alors c'est un coût, c'est vrai que maintenant le kit est encore plus cher que quand je l'avais acheté il y a 5-6 ans, mais vous voyez, je n'ai jamais eu un câble de cassé, j'ai jamais cassé de câble, d'aiguille, que ça soit dans mes interchangeables ou dans mes fixes, je n'ai jamais eu aucun souci avec celle-là. Voilà. Alors moi j'ai pas acheté les mini kits rouges, bleus ou autres, je me suis toujours contentée de ça, et ça me convient très bien. Alors maintenant on va parler de la laine. Dans la question avant, donc on me parlait des préférences aiguilles, sur les aiguilles, mais laine, fibre et teinturier, donc je vais revenir là maintenant dessus. Préférence sur mes laines, pas vraiment. Alors en termes de matière, on va dire, je préfère pas le BFL ou Merino. Je préfère les laines naturelles aux laines acryliques, hein. Je n'utilise quasiment plus du tout de laine synthétique, voilà, j'utilise que de la laine naturelle. Par contre, je vais pas m'arrêter sur la composition de la laine. En fait, ça va être plutôt, moi je vais flasher sur la couleur. Je vais me dire, oh, j'aime cette couleur-là, alors que ça soit du BFL ou du Merino, superwash ou non superwash, moi je m'en fiche, je veux cette couleur-là. C'est comme ça que je vais fonctionner au niveau de la laine. Et au niveau des teinturiers, donc j'avais aussi une autre question. Cite-nous tes teinturiers préférés, tes marques de laine préférées. Alors, dans mes teinturiers préférés, il y en a quand même beaucoup, donc forcément, Laine de Mout, j'adore Catherine et Benjamin, vous savez, Nathalie by Night. En plus, voilà, si j'ai des gens que j'ai eu la possibilité de rencontrer, c'est vrai que c'est différent, c'est encore plus fort. Alors après, je vais en oublier, ça va être terrible, parce que vraiment, j'en ai beaucoup. Tricot et Stitch, Arco Iris, Yarneline, j'aime beaucoup ce que Didier au fil d'Horus y fait, voilà, je suis beaucoup son travail et j'aimerais vraiment pouvoir retricoter ses laines. Plus récemment, il y avait aussi Pauline de Bulbe Bizarre. Artemis Yarn aussi, j'aime beaucoup son travail. Et je pense, est-ce que j'ai fait le tour ou pas? J'aime beaucoup The Woolly Skin. Je regarde ma laine un peu pour voir s'il y a des choses. Mais voilà, je crois que je vous ai dit vraiment mes préférés. Après, il y a des teinturiers que j'aimerais bien découvrir, comme Eline Hélène, que j'ai jamais découvert. Là, j'essaye de réfléchir au Ch'ti Bazar créatif, les différents que j'avais pu voir. Mais bon, je m'en doute, je dois en oublier. Mais voilà, je vous ai dit les premiers qui me viennent en tête et que vraiment j'apprécie, aussi bien pour leur travail que pour la personne qu'ils sont et tout. Pour la plupart, c'est des gens que j'ai pu rencontrer et c'était vraiment chouette.
Donc voilà. Vous voyez, c'est le genre de choses que j'ai pas préparé. J'ai pas préparé, j'ai pas réfléchi avant. Et en termes de marque de laine, alors j'aime beaucoup les laines de chez Knitting for Olive. Je sais que leur mohair, je suis fan parce qu'ils ont une grande palette de couleurs et j'aime beaucoup leur mohair. J'aime beaucoup Langyarn parce que bah, c'est quelque chose que je peux voir facilement grâce à ma mercerie. Ensuite, j'aime pas mal Crank Soul Wool, que j'avais pu découvrir, que j'aime beaucoup aussi. Et après, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Filcolana, j'aime beaucoup. Très belle laine abordable. C'est vraiment ouais, une marque que j'apprécie. Mais que j'ai pas la possibilité de voir en vrai, c'est quand même dommage. Ou tant mieux pour mon porte-monnaie. Enfin voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ouais, ça me paraît pas mal. As-tu été déçu du vieillissement d'une laine? Si oui, laquelle? Alors le non, j'ai pas été déçue. Après par exemple là ce que je porte c'est du Merino Superwash. Non, c'est du Merino non Superwash et si je vous montre ici ça commence à feutrer. Alors, après c'est le jeu, c'est voilà, ça vieillit, c'est de la laine, ça peut pas rester de toute façon c'est comme n'importe quel vêtement, plus on les porte et plus ils s'usent, donc voilà. Non, j'ai pas été déçue d'une laine qui aurait mal vieilli. J'ai pas eu de déconvenue ou autre. Non, pas eu de problème. Ça vieillit et ça me dérange pas. Parce que ça veut dire que je peux refaire des nouveaux vêtements. Si ça vieillit et que ça s'use et qu'on peut plus le mettre. Non, franchement, non, j'ai pas eu de soucis. Alors, quand tu tricotes un cadeau, quel fil ou type de fil utilises-tu? J'ai toujours l'angoisse que le nouveau propriétaire bousille mon travail avec un mauvais lavage. Alors dans ces cas-là, déjà, je vais me focaliser sur quelque chose de super wash, forcément, quelque chose qui va passer en machine. Alors, rarement de la laine teinte main. Même si je sais que par exemple, alors toutes mes chaussettes passent en machine, mais par exemple, même si c'est un pull que j'ai tricoté avec un fil à chaussettes qui est super wash, que je vais plus faire une chaussette avec ce fil-là qui passe en machine, mon pull je le mettrai pas en machine, trop risqué. J'ai trop peur de le bousiller, justement. Donc je m'oriente toujours vers des fils industriels. Voilà. Donc par exemple, je vais aller chez Langyarn. Récemment, j'ai acheté la Schrepius pour faire des chaussettes et je pense que il y en a une des deux qui va finir en cadeau, qui sera offerte. Bah voilà, ça sera pour offrir. Je sais qu'il n'y a pas de... Même s'il y a un accident de lavage, bah c'est tout, ça peut arriver à n'importe qui, mais bah déjà il y aura pas non plus trop d'argent qui auront été engagés dedans. Ça me fera moins mal à mon cœur, mais normalement en plus, de toute façon il devrait pas y avoir de risque, donc je me tourne pour des cadeaux toujours vers la laine industrielle. Il y a de la très bonne laine industrielle maintenant. La qualité maintenant elle est quand même là. Il y a des très jolies laines, donc voilà. Toujours les fils industriels que je suis sûre qu'ils passent en machine. Achètes-tu tes laines plus par coup de cœur ou souvent associées à un projet? Alors, je vais souvent acheter par rapport à un projet. Par exemple, si je veux un festival laineux ou si je sais que je vais rencontrer un teinturier, une teinturière, je vais d'abord en amont regarder qu'est-ce que j'ai envie de tricoter. Ah bah je repère ce modèle-là, je vais acheter la laine en conséquence. Après, si j'ai un coup de cœur, ça m'arrive d'acheter parfois sur un coup de cœur. Dans ces cas-là, je pars toujours sur une laine à chaussettes pour être sûre de faire soit dans un châle ou soit dans des chaussettes si vraiment j'arrive pas à l'associer. Et je pars sur un ou deux échos grand maximum et je prends pas trop de risques. Mais la plupart du temps, j'aime vraiment bien acheter en ayant un projet associé. D'abord le projet et après j'achète la bonne quantité ensuite. Achètes-tu exclusivement que de la laine de teinturière ou des pelotes de marque? J'achète pas exclusivement, mais j'achète en grande majorité la laine de teinturière. Parce que le travail de teinturier sur les laines est juste magnifique. Ce qu'ils peuvent nous offrir sur les laines, on peut pas le retrouver franchement chez l'industriel. Donc voilà, c'est clairement pour leur travail de couleur, de nuances, de speckle. Je vais vers du teint à la main et en plus l'idée de me dire que mon argent va pour un artisan, vraiment pour lui, euh, pour soutenir son entreprise, bah ça me fait ça me fait davantage plaisir de soutenir cet artisan-là que de soutenir une grande chaîne commerciale, voilà. Mais clairement, dû aux couleurs, j'aime pas trop tricoter que de l'uni, donc je m'oriente quasiment toujours vers de la laine teinte main. Alors maintenant, on va passer au sujet qui a été le plus mentionné, j'ai l'impression, le budget. Vous avez été extrêmement curieux à ce sujet-là. Alors,
Il y avait une question, c'est en termes de budget, comment fais-tu pour acheter autant de laine de teinturière? Quel budget laine as-tu par mois? Combien dépenses-tu par mois environ en achat de laine ou par année? Une question concernant ton budget, est-ce que tu as une idée par mois ou par an de ton budget laine? Alors c'était rigolo que cette question de budget, elle soit revenue autant, et je vais vous décevoir parce que je n'ai pas de budget laine et je ne sais pas combien je dépense de laine par mois ou par an. Je compte pas mes dépenses au niveau de la laine. Alors, comment je fais pour acheter autant de laine, de teinturière? Bah, ma foi, c'est parce que je peux me le permettre que j'achète autant de laine. Je À côté de ça, peut-être que, ben, parce que moi je suis pas alors j'achète peu de vêtements dans le commerce désormais, bah, par exemple tous mes pulls d'hiver, en fait de septembre jusqu'à avril-mai, je ne vais porter que des tricots faits main. Je vais quasiment pas porter de choses achetées dans le commerce. Donc déjà, ça fait beaucoup. C'est tout des vêtements que je n'ai pas à acheter, donc l'argent que je dépenserai dans du shopping, il passe dans le... comment on appelle ça? Bah dans le tricot, dans la laine. Ensuite voilà, je suis pas quelqu'un... à côté de ça, je dépense pas mon argent dans des sorties au restaurant, au bar, dans d'autres activités. Je suis pas du genre à acheter plein de chaussures, plein de sacs à main. Non, c'est voilà. C'est vrai que tout mon argent loisir, il passe quasiment que dans la laine, donc c'est pour ça que j'en achète autant, parce que je peux me le permettre. C'est tout. Alors au départ non, je n'en achetais pas autant parce que ma vie me permettait pas, voilà, j'avais pas les moyens comme pour beaucoup, bah, je comptais, je prenais un écheveau pour faire un châle de temps en temps, voilà, et au fil du temps, au fil des années, bah, ma situation a évolué et maintenant je peux me permettre d'acheter plus de laine. Et donc ben, je me fais plaisir et j'en profite. Peut-être que ça ne durera pas et un jour je devrais arrêter, bah ce jour-là j'arrêterai, mais en attendant je peux et j'en profite. Maintenant on va passer aux techniques tricot. Alors, ma question est, comptes-tu te mettre au design? Est-ce que je compte me mettre au design? Alors pas du tout. Franchement, j'ai pas l'envie, j'ai pas l'inspiration, j'ai pas la créativité pour. J'ai jamais eu à me dire: «Oh, j'aimerais avoir un pull comme ça» et à chercher sur Ravelry et à pas trouver. Non, c'est pas non, j'ai pas je fouille Ravelry, je me dis: «Oh, je vois ça et je veux ce que je vois sur Ravelry et je le tricote». J'ai pas du tout, d'inspiration, il y a rien qui j'ai pas d'idée de modèle en tête, à créer. Donc franchement le design, je pense que jamais, j'en ferai. Ah bah, envie de designer un jour ou co-création, bah non, ni co-création parce que franchement j'ai même pas une petite idée en tête. Je pourrais même pas m'associer avec un designer en me disant: «Bah écoute, j'aimerais bien ça, est-ce qu'on pourrait travailler ensemble, pour que tu m'aides à le réaliser?» Ben non, pas du tout, franchement aucune inspiration, c'est pas du tout. Est-ce que tu fais systématiquement un échantillon pour tes projets ou attends-tu d'avancer ton tricot pour vérifier la taille en réel? Alors moi je fais quasiment toujours un échantillon. Je commence un petit peu à en faire moins, par exemple un pull en fingering qui se tricote avec 24 mailles pour 36 rangs. Je sais en quelle aiguille je vais le tricoter, il y a pas de souci, ça c'est bon. Je fais pas l'échantillon, je connais mon échantillon, il y a pas de souci. Mais franchement très souvent je le fais, alors dès que je fais un test, je vais le faire. Dès que ça va être un petit peu différent de ce que moi j'ai habituellement, je vais le faire. Si c'est avec un fil que je connais vraiment pas du tout, je vais faire un échantillon. Je fais très souvent des échantillons pour être sûre, même si parfois l'échantillon il va pas bouger pareil que le pull ou autre. Moi, je fais toujours un échantillon, parce que j'ai quand même eu des échantillons, rien que le petit carré de 10-10, il avait pris, beaucoup en taille, donc j'avais déjà un bon aperçu de ce que ça allait donner sur mon tricot terminé. Donc je fais toujours pour les vêtements un échantillon, quasiment à chaque fois un échantillon pour être sûre, qu'au niveau de la taille, ça aille bien. Je ne fais plus d'échantillons pour les chaussettes, j'ai jamais fait d'échantillons pour les chaussettes parce que ça, au pire, maintenant, ça, les chaussettes, non, je me suis toujours dit, ça ira. Depuis, j'ai revérifié sur mes chaussettes et j'avais le bon échantillon, donc il y a pas de souci. Et les châles, je fais pas d'échantillon non plus, parce que s'il est un peu trop grand ou un peu trop petit, c'est un châle, c'est pas trop grave. Comment sont tricotés vos échantillons, à plat ou en rond? Si le patron ne spécifie pas, quelle option choisissez-vous? Je fais toujours mes échantillons à plat. Le patron pourrait me dire de le faire en rond, je le ferai à plat quand même. Je veux pas faire en rond, on gaspille plein de fils et tout, c'est... Non, je fais toujours à plat, toujours.
voilà, un carré à plat. Alors s'il faut faire le motif, je fais le motif, s'il faut faire du jacquard, je fais pas le jacquard, non. S'il y a un motif, je fais le motif, et sinon je fais juste du jersey à plat. J'ai jamais fait en rond, et ça s'est toujours bien passé. Après moi, personnellement, je connais maintenant très bien ma façon de tricoter, et j'ai pas de différence entre à plat ou en rond. Je le vois bien sur mes pulls, mes manches, elles ont le même échantillon que le reste d'un gilet, par exemple. Mon gilet va être fait en aller-retour, mes manches en rond, j'ai pas de différence d'échantillon. J'ai pas ce souci-là, donc je sais que je peux faire tous mes échantillons à plat. Y a-t-il encore des techniques de tricot que tu ne connais pas et que tu aurais bien envie d'essayer? Je pense que ça fait longtemps que je le dis, le stitch. Stick, pas stitch. Oh, ça. Le stick. J'aimerais bien faire un jour un stick, couper là son tricot. Le tricoter un pull en jacquard, non, tricoter un gilet en jacquard tout en rond et venir après le couper au milieu. Vraiment un jour, faut que j'essaye. Toujours pas fait, mais faut que j'essaye. Voilà, c'est vraiment, c'est un peu mon but ultime. Quels sont les challenges tricot que tu souhaites relever? Bah, voilà, le fameux stick. Sinon j'ai pas de... Je me mets pas de challenge, hein, moi je suis pas... Non, non, se mettre un challenge, ça serait se mettre la pression et tout, et je suis pas pour, je veux pas faire ça. Donc non, à part un jour, voilà, le stick, ça viendra, hein. Je me dis, il y a un jour où je vais le faire. Quand, je sais pas, mais j'aimerais quand même essayer au moins une fois, ressentir le stress de couper dans son tricot, et avoir après la fierté d'avoir réussi, en espérant réussir. Comment on fait pour tricoter sans regarder? Tu te sers de tes doigts pour sentir l'aiguille. T'as dû t'entraîner sur un faux projet plein de trous, ça m'épate. Donc je tricote effectivement sans regarder, et je saurais pas vous dire depuis quand ou comment ça se fait. Je pense que c'est l'habitude c'est venu avec l'habitude. Ce qui est bien, c'est d'apprendre à vous tricotez, vous regardez la télé. Et petit à petit, effectivement, ça se sent avec les doigts, on sent les mailles glisser. C'est une mécanique, c'est toujours la même. Quand on fait du jersey en droit, c'est toujours le même geste qu'on refait. Donc en fait, c'est un automatisme. Et on sent les mailles sous ses doigts, effectivement, c'est un ressenti, et ça se fait automatiquement. Et je pense que c'est... plus on va tricoter en regardant quelque chose, et ben au début on va être fort concentré sur son tricot, et au fil du temps, de plusieurs heures de pratique, bah vous allez vous apercevoir que vous allez davantage regarder la télé que votre tricot. Donc ça marche en parlant avec quelqu'un, ça marche si vous voulez faire de la lecture. Voilà, c'est à essayer dans plusieurs situations. Mais j'ai pas de technique. Voilà, je sais même pas depuis quand je tricote sans regarder mon tricot. Ça s'est fait naturellement avec, voilà, moi ça fait quand même maintenant un peu plus de 10 ans que je tricote. Ça fait 5-6 ans que c'est du tricot assez intensif, que c'est quotidien. Donc voilà, petit à petit c'est venu, et c'est vraiment, oui, effectivement du ressenti au niveau des mains. Alors je me suis pas entraînée sur un faux projet, non, c'est venu petit à petit. Ah, et des fois il y a des loupés, encore même maintenant, hein, au rang d'après, je vois que bah, finalement la maille elle est pas retombée bien sur le fil, et donc ça me fait un jeté s'il faut que je fasse attention pour pas créer une maille en plus. Donc je pense qu'au début j'ai eu beaucoup plus d'erreurs, et même encore maintenant j'ai un peu des erreurs, mais c'est tout, c'est du fait main et c'est pas grave. Parfois je m'en rends compte rapidement, je peux réparer l'erreur. Parfois il faut bidouiller un peu pour rattraper parce que c'était trop loin. Voilà. Maintenant on va passer au patron. Ouf, ton top 5 des pièces que tu as tricotées. Alors mon top 5, le haut du haut, je le sais, indétrônable, c'est mon rose cardigan. J'en ai bavé, mais je l'adore. Je suis super contente de l'avoir fait. Mon rose cardigan, ouais, c'est de Andrea Mori, c'est vraiment ma plus belle pièce. J'adore cet ouvrage. Alors je sais pas si c'était pas pour le patron, c'est vraiment plus pour l'ouvrage fini, mais ouais, je l'adore. Ensuite, bah, je dirais qu'en deuxième position, c'est ma couverture de Noël que j'ai tricotée, tout en jacquard, du jacquard en aller-retour, que j'avais fait un timing, commencé au 1er décembre, fini pour le 24 décembre. J'étais super fière d'avoir tenu le rythme tous les jours. Ça avait été vraiment un chouette moment à vous partager. Donc voilà, ma belle couverture. Puis franchement, le rendu, il est beau et tout, c'est vrai que j'en suis fière et contente. Et ensuite, quoi je peux être fière? J'avais été très fière de mon Quiet Star, de Rory Locatelli, parce que c'est un gilet avec pas mal, c'est un peu de texture partout, très grande dentelle. C'était un patron en anglais, c'était quand même des techniques,
J'avais quand même moins d'expérience tricot, donc oui, une belle pièce que je suis vraiment contente, d'avoir tricotée. Mon top 5 hein, des pièces que j'ai tricotées. Et ensuite, encore 2 pièces, bah, je sais pas. Parce que j'aime beaucoup quand même de choses. Et ben là, tout de suite, j'ai pas. J'essaye de réfléchir un peu à mes tricots, mais vous en avez 3. Après les autres, je les aime tous bien et ils ont tous été différents, soit par la laine ou la construction ou le point, mais il y en a pas un qui sort plus du lot. Non. Non, voilà. 3 c'est déjà bien. Ta wishlist à tricoter. Ouh! Ouh, ouh, ouh! C'est pas possible ça. Bah, allez voir mes favoris sur Ravelry. Mais tous mes favoris, j'aimerais les tricoter. Non, c'est pas vrai. Je pense qu'il y a des vieux favoris que j'ai plus envie de tricoter. Alors là, tout de suite, bah, je vous dirais le Alpine Bloom de Kathleen Hunter qui vient de sortir parce que vraiment, j'en ai envie. Je sais pas, le Plumpy Shawl de Andrea Mori, il me fait très envie aussi depuis très longtemps. J'ai la laine, n'est pas encore fait, mais voilà. Ensuite, vraiment, qu'est-ce que j'aimerais tricoter? Alors j'en ai un, le Tea of Even de je ne sais pas qui m'a été très gentiment offert par, Émilie et ce modèle-là, ouais, j'ai vraiment bien envie de le tricoter. Après il y a plein de il y a des chaussettes de Laura Moura que j'ai, dans ma bibliothèque que j'aimerais bien tricoter. Il y a ah ouais, non, il y aurait tellement plein de choses, tellement plein de patrons, vous me dites souvent que je vous inspire, que vos wishlists à vous, grandissent, mais les miennes aussi, elles grandissent au fur et à mesure, de voir des sorties, designers, de patrons de designers ou même de voir des anciens patrons parce que comme le Plumpy Shawl, il est super vieux maintenant, mais moi je l'ai toujours pas fait. J'adore la brioche et voilà, j'aimerais vraiment le faire. Mais ouais, non, ma wishlist elle est super grande. Je peux là comme ça non plus, je saurais pas vous dire. J'aimerais bien faire le dans mes wishlist, il y avait par exemple de vouloir faire tous les châles anniversaire de Nadia, j'ai toujours pas fait. J'aimerais bien faire d'autres MK de Steven West, j'aime beaucoup son chalographie. J'ai dois avoir le patron, mais j'ai pas encore les laines et je me suis pas encore plongée dans l'idée de le faire. Mais il fait partie des choses que j'aimerais faire. J'aimerais bien faire le gilet Moloch de Folie Ordinaire. J'ai la laine, mais je me suis pas encore lancée. Il y a un pull à rayures de Yarnflex, j'ai perdu le nom, mais avec des laines d'Artemis Yarn, j'ai les laines, mais je l'ai pas encore fait. Donc voilà, j'ai une wishlist vraiment longue et peut-être que non, tout sera pas fait un jour, mais en attendant, ça fait rêver, ça donne envie, c'est principal. Alors pour quelqu'un qui a déjà tricoté des pulls et des gilets, mais jamais en anglais, quel patron en anglais conseillerez-vous pour débuter? Moi j'ai toujours envie de dire, ben prenez un patron qui est en anglais, et donc vous allez avoir la copie anglaise et française, comme le Longue avec Anna, comme chez NC Knits, comme chez Atelier Emily. Vous prenez la version anglaise du modèle, vous essayez de le tricoter, et si vraiment vous n'y arrivez pas, vous avez la version française à côté pour vous aider. Voilà, moi ça me paraît... c'est ce que je conseille toujours, je trouve que voilà, c'est bien. Si vraiment vous n'y arrivez pas, vous avez la traduction à côté pour comprendre les choses. Mais il faut se lancer en fait, il faut se lancer, il faut pas avoir peur. Euh, il faut essayer, alors après essayer peut-être avec des patrons gratuits, par exemple euh, Nadia a des patrons gratuits de pulls sur son e-shop, ils sont en français et en anglais. Longue avec Anna, elle a fait le 13KO par exemple, il est en français, il est en anglais, et c'est gratuit, au moins vous ne risquez rien, vous n'avez pas engagé d'argent dans le patron, et donc ça a un bon moyen pour se lancer. Bonjour Laurien, comment choisis-tu tes nouveaux projets? Instagram, Ravelry, les tricopines? Merci. Les trois. Par Instagram, il y a des choses que je vois passer sur Instagram et je fais «Oh, c'est trop beau, je veux le même!» Sur Instagram, sur Ravelry, parfois je vais voir un patron, je me dis «Ouais, bof», et en regardant dans les projets Ravelry, je vais voir une version dans des couleurs qui davantage m'attirent et là je vais me dire «Ah, je veux le même». Ou après, bah, les tricopines aussi, hein, quand on va détricoter: «Ah, tu tricotes quoi? Tu tricotes ça? Ah, c'est beau! Ah bah voilà, hop, je sors mon téléphone, Ravelry, je trouve le patron, je le mets dans mes favoris». C'est un peu tout. YouTube, je regarde des podcasts, ben, je suis inspirée, je reçois des newsletters, je suis abonnée à des newsletters de designers, et ils sortent des nouveaux trucs, je me dis: «Ah oui, c'est super beau». Voilà, comme tout le monde, un peu, bah, tout ce que je peux voir ailleurs, sur les différents réseaux sociaux forcément, ça ça m'inspire et ça me tente énormément. Alors, je débute le tricot, j'ai appris à faire des chaussettes à la vanille, un pull raglan et un col roulé en jersey. J'aimerais me lancer dans des motifs de la dentelle. Quel patron cibler afin que ça soit pas trop difficile? Oula, alors là,
Alors moi je dirais, bah, par exemple, alors dans des châles parce que c'est moi après c'est des patrons que moi j'ai fait forcément, ça va tourner toujours autour des main designers parce que je vais pas vous lancer sur un truc que j'ai pas fait. Il y a le Simple Bliss de NC Knits qui est vraiment simple à faire en termes de dentelle, vous pouvez vous lancer, il est pas compliqué. Ensuite un pull en dentelle, je sais que j'avais fait le pull millefeuille de Loli Lafay, il est vraiment simple à tricoter. Alors il a la dentelle sur tout le corps, mais il est pas compliqué, c'était une dentelle très agréable à faire. Heu, et ce qui se tricote avec une laine, avec 2 fils ensemble, c'était assez épais, ça montait vite. Celui-là était vraiment bien. Ensuite, alors de mémoire comme ça, hein, après faut aller voir chez Long avec Anna, elle a quand même des modèles où il y a que de la dentelle en vent. En bas j'avais fait le rose picot, le t-shirt rose picot et que de la dentelle en bas, c'était une dentelle vraiment simple et il y en a que dans le bas, donc c'est pas voilà, après c'est que du jersey, c'est, pas compliqué. Et après, là comme ça, j'ai pas d'autres idées. Si, avec des torsades, Nadia elle avait sorti le cachou, le gilet cachou. C'est une torsade vraiment simple, alors sur tout le devant, mais pas compliqué à faire, qui est vraiment bien pour débuter les torsades. Et après, oui voilà, là pour tout de suite, j'en ai pas d'autres qui me viennent à l'esprit. Question, est-ce que tu t'écris des notes lorsque tu fais un patron pour ne pas oublier d'étapes et où tu en es rendu? Et si oui, j'aimerais beaucoup que tu nous le montres. Merci, bonne journée. Alors bah, je prends pas beaucoup de notes. Moi déjà quand je commence un patron, souvent je le termine, ben, pas dans la foulée, mais je veux dire une fois qu'il est débuté, je vais pas le lâcher, je vais pas l'abandonner pendant quelques semaines pour le reprendre plus tard. Même par exemple si c'est un pull d'hiver et qu'on arrive au printemps que je le porterai pas, je vais le finir tout de suite et je le porterai à la saison suivante. Donc déjà comme je m'arrête pas dans un patron, j'oublie pas trop. Ensuite j'utilise, ce genre de petit porte-patron et avec la réglette, ça me permet de savoir où j'en suis sur mon diagramme. Donc je reprends, hop, je vois où j'en étais. Après je sais très bien lire mon tricot, donc j'arrive facilement à me repérer où je suis. Mais non, je prends pas de notes en fait durant mes patrons. Voilà, comme je suis dedans, bah, je reste dedans jusqu'au bout, jusqu'à le finir. Donc maintenant on va vraiment parler des tricots. Bonjour Lauriane, quel est le projet qui t'a le plus marqué, que tu as le plus aimé, que tu as le plus détesté et pour quelle raison? Ah bah voilà, on revient un peu comme mon top 3, le rose cardigan. Je vais vous saouler pendant longtemps avec celui-là, mais c'est mon préféré comme ça a été le plus... Je l'ai détesté celui-là. Voilà, mon rose cardigan. Je suis toujours en haut de ma colère, hein, j'ai jamais décoléré de ce modèle-là, c'est terrible, mais... J'adore le gilet, voilà, mon chéri m'avait offert les laines parce que c'était vraiment c'était un budget conséquent, il m'avait offert les laines, un très beau dégradé de la pelote vagabond. Par exemple, c'est une teinturière que j'aime bien, mais c'est vrai que je n'ai jamais racheté de la laine, pas acheté partout. Et donc la couleur elle est magnifique. À tricoter c'était super bien parce que on tricote petit à petit, on voit on fait le fade, le dégradé et tout, c'était super beau, donc j'avais adoré le tricoter. Même si j'avais tricoté d'abord tout un côté, un devant, j'ai dû tout défaire parce qu'il était beaucoup trop grand. J'avais pas le bon échantillon, c'était ça aussi, ça aide pas. Mais après il avait fallu le coudre. Tout. Les côtés, la bordure là. Non. Plus jamais, plus jamais, j'ai détesté. Pourtant j'en ai fait des pulls avec des coutures au début quand j'ai commencé à tricoter. Mais oh là, non, non j'ai pas aimé. Mais bon, le résultat il est beau, il est super beau mon gilet, j'en suis super contente, je l'adore, je le porte énormément, mais j'ai détesté la partie couture, vraiment détesté. Une horreur, une horreur. Parce que faire des coutures là comme ça jusqu'au bout de la manche, c'est pas genre une petite couture là, non, c'était vraiment des coutures de partout, j'ai détesté. Mais il est super beau et j'en suis vraiment très très contente, toute la bande là aussi. Mais voilà, franchement mon rose cardigan, je l'adore autant que je le déteste. Amouraine, franchement celui-là, il est au top. Bonjour Lauriane, comment entretiens-tu tes pulls, rythme de lavage, lessive main ou machine, merci et bon tricot. Alors, je lave tous mes pulls quasiment. Alors en laine teinte main, je vais les laver à la main. Tous mes pulls que j'ai pu laver avec des laines industrielles comme Drops ou autres, eux, ils vont passer en machine à laver. Donc si c'est la machine à laver, ça va être de la lessive en laine achetée dans une grande surface. Voilà, tout simplement, je m'embête pas. Et le teinte à la main, ça va être plutôt des lessives sans rinçage comme le Calan ou la Soc. Donc je termine un tricot. Je vais le laver une première fois pour bien le mettre à sécher, pour le bloquer aux bonnes dimensions. Donc bloquer, c'est quand on vient épingler tout ça pour qu'il prenne bien les bonnes tailles, pour parfois les torsades ou la dentelle qu'elle s'étale bien, donc on vient bloquer son
tricot. Donc voilà, ça va être le premier lavage à ce moment-là. Ensuite, je vais le porter plusieurs fois. Alors tout dépend, oui. Je vais le porter plusieurs fois. Alors soit je vais faire une tâche, ça voilà, hein. Je me suis fait une tâche, bah c'est tout, je vais le relaver. Alors à la main, si c'est de la laine teinte main, parfois c'est vraiment des grosses taches et si je sais que c'est un fil superwash, bah je vais le faire passer en machine, je le mets dans un filet pour être sûr qu'il s'accroche pas ailleurs ou autre, mais je vais le mettre dans la machine à laver parce que ben parfois il faut vraiment un vrai lavage en machine à laver pour enlever des taches. Et si je les tâche pas, ben je vais bien le porter plusieurs fois avant de le relaver. Et en fait par exemple sur la saison de l'hiver, un pull que je vais quand même porter assez régulièrement, bah je vais le laver 1 à 2 fois dans la saison avant de le remettre au placard. Je trouve qu'un pull, s'il est pas taché, hein, on le dit, hein, la laine ça respire, tout ça. Donc tous mes pulls, tous mes tricots, une fois que je les ai portés, je les laisse toujours s'aérer après. Je vais les laisser poser dans la salle de bain pendant 1 ou 2 journées avant de les replier et de les remettre au placard. Histoire que ben voilà, ils s'aèrent bien, qu'ils perdent leurs odeurs si jamais ils avaient des odeurs. Et puis voilà. Mais sinon, ouais, voilà, je vais les laver 2 à 3 fois dans la saison. Alors il y a des fois, il y a un pull que je vais mettre 2 fois dans la saison parce que c'est pas dans mes préférés ou autre, bah lui en fait il aura pas été, il aura été lavé au début et je les relave avant de les remettre dans un... Moi je les remets dans des boîtes au changement de saison, donc ils sont lavés quand ils sortent de la boîte. Ah bah c'est ça aussi. Donc je vais tous les relaver avant de les ranger en boîte et quand je les ressors, petit à petit je vais tous les relaver aussi avant de les remettre dans mon placard. Ouais c'est vraiment, voilà. Mais et vraiment entre les deux, bah 1 à 2 fois en fonction de... Après moi j'ai beaucoup de tricots, donc mes pulls sont portés 1 fois par semaine. Parfois il y en a certains, ils sont portés 1 fois tous les 3 semaines. Donc voilà, ça dépend, j'ai pas vraiment de rythme, je me dis: «Ah bah», ou après je vais aussi regrouper par type de laine. Donc par exemple je sais que j'ai beaucoup de pulls de Ulysse, en Ulysse de Derirum Natura dans les mêmes tons, bah je vais faire plusieurs, je vais tout laver d'un coup. Comme ça je sais que hop, tous ceux-là ils ont été lavés il y a pas longtemps, et après la semaine suivante, je vais laver 2-3 autres pulls, et comme ça tourne un petit peu. Et les châles, les châles, je prends moins de temps de les laver parce que bah eux, faut encore tous les bien... Parce que souvent mes pulls, je les repose à plat et puis ils sèchent. C'est vrai que les châles, il faut les épingler, donc je peux pas faire beaucoup de châles en même temps parce que je peux pas tous les poser. Lui, il est rikiki, ben pour qu'il retrouve sa grandeur, tout ça, je vais le remettre à laver. Ou un que je vais avoir beaucoup porté dans l'hiver, je me dis bon bah je vais le laver pour qu'il soit propre. Alors, comment rangez-vous vos gilets tricotés à plat ou suspendus? Donc tout ce qui est gilet et pull, je les plie et je les range à plat dans mon armoire. J'ai toujours peur qu'en les mettant sur un cintre trop longtemps, ils vont s'étendre. Alors moi, pour les aérer, je les pose sur un cintre, mais après, ben, je viens les replier et même les gilets, je les plie et je les range pliés dans mon armoire pour pas qu'ils se déforment. Quel est le projet que tu as préféré tricoter et celui que tu préfères porter? Bah, ça reste toujours mon rose cardigan. J'ai adoré le tricoter et j'adore le porter. Après tout, est-ce qu'un autre, à chaque fois après sinon les tricots, bah, c'est nouveau donc sur le coup j'adore le tricoter, j'adore tricoter une nouvelle technique, découvrir une nouvelle laine, donc à chaque fois que je termine un tricot, c'est mon nouveau tricot préféré, c'est mon nouveau pull adoré, mon nouveau châle adoré, jusqu'au suivant. À chaque fois c'est toujours comme ça. Mais mon rose cardigan, vraiment c'est ma... Voilà. Et mon Coyeuse Star. C'est vrai que c'est vraiment mes 2 tricots, mes préférés. Le temps. Ah oui, ça aussi, le temps, c'était vraiment quelque chose que vous étiez très curieux. Bonjour Lauriane, combien de temps tricotes-tu par jour? Et il y avait aussi combien d'heures tricotes-tu par jour environ ou par semaine? Alors j'ai pas regardé, alors je tricote par jour, je tricote au matin. Moi comme je travaille à mon domicile, j'ai pas de trajet. Donc une fois qu'on s'est levé, qu'on a déjeuné, moi je me lève en même temps que mon homme à 6 h du matin, en même temps que mon grand aussi, quand il a cours c'est 6 h du matin aussi pour lui. Et à partir de 6h35, 40, il y a plus personne à la maison, ils sont partis, donc on a déjeuné, on est prêt. Mais moi je commence pas à travailler avant 7h15, 7h30. Et donc à ce moment-là, je tricote. Je vais tricoter à peu près 30 à 40 minutes avant de travailler, et vraiment c'est parce que j'entends une voiture se garer dans la cour, je pose mon tricot et je m'en vais travailler.
Ensuite, ben, je vais tricoter pendant la sieste de mes loulous. En fonction des périodes, en fonction de, bah, si c'est un tout petit, un nouveau-né qui vient d'arriver à la maison, forcément, si elles sont pas calées et tout, donc je vais pas forcément l'avoir ce temps-là. Mais après, au fil du temps, là, en ce moment, par exemple, ils dorment tous bien en même temps, aux mêmes horaires, et je peux avoir 1 à 2 heures de tricot l'après-midi. Alors c'est souvent là aussi où je prends le temps pour faire du montage vidéo, donc c'est du tricot qui est très entrecoupé entre je vais me lever pour me faire un café, je vais faire un peu de montage, on peut pas toujours tricoter en faisant le montage puisqu'il faut utiliser la souris, mettre des titres, couper, tout ça. Donc voilà, ça va être 1 à 2 heures un peu entrecoupées, voilà. Et puis je vais retricoter un peu, ben, le soir quand je vais avoir fini ma journée de travail. En fonction des jours, je vais finir à 17h, d'autres fois je vais finir à 18h, 20h, tout dépend, et donc après mes soirées c'est un peu variable. La majorité c'est souvent qu'à partir de 18h je peux tricoter, donc je vais tricoter jusqu'à ce qu'on mange, donc pendant 1 heure et demie, je vais retricoter encore un peu 1 heure après, sachant qu'après 21h, nous souvent en fait on est couchés et on va lire, on va bouquiner. Il y a que le week-end où on regarde un peu la télé, mais globalement à 21h le tricot il est rangé et je ne tricoterai plus. Donc voilà, grosso modo pour mes journées c'est comme ça, et le week-end j'arrive à tricoter un peu plus longtemps, parce que ben voilà, c'est le week-end donc j'ai un peu plus d'heures de tricot le week-end. Combien de temps passes-tu pour le montage, la mise en ligne et commentaires chaque semaine? Alors ça je l'ai regardé justement, pour un vlog d'1 heure, au moment où j'avais posé la question, ça m'a pris au total 2 heures et demie pour tout faire. Donc cette semaine-là, donc j'ai filmé pendant 1 heure, faut compter 1 heure en plus, donc ça fait 3 heures et demie puisque j'ai eu 1 heure de vidéo. Bah voilà, faire le montage, faire la mise en ligne, répondre aux commentaires, bah ça m'a pris 2 heures et demie en plus à faire. Alors moi, il faut savoir que je regarde mes vidéos. Toutes les vidéos que vous avez vues, je les ai regardées en entier. Je saurais pas filmer et l'envoyer sur YouTube sans revoir, parce que je vais supprimer tous les blancs, parce qu'il y a des fois je parle et puis je vais regarder les mouches qui volent et voilà, il y aura un blanc. Donc ça, je vous le coupe, parce qu'après, ben, j'ai des tics de langage, j'ai des troubles du langage, et il y a des fois, je me rends compte, je vais répéter 4 fois le même mot, sans je m'en rends pas compte, hein, c'est au montage, je répète 4 fois le même mot avant de poursuivre ma phrase. Donc ça sert à rien que vous entendiez 4 fois la même chose. Je coupe ce genre de choses, voilà. Donc je regarde toutes mes vidéos en entier. Donc je regarde, il y a des fois j'ai rien à couper, je tricote pendant ce temps-là, mais bah, il y a quand même souvent des manipulations. Je suis impressionnée par ton savoir-faire, mais aussi par le sérieux, le soin et la régularité de tes vlogs. Comment arrives-tu à faire tout cela si bien? As-tu le temps de faire du sport comme tes garçons avec tout ça? Bah alors, bah après, moi ce que j'aime dans les vlogs, c'est que je vais filmer 10-15 minutes par jour. Donc ça c'est chouette. Et je vais filmer, je vais monter. Tous les jours je fais le montage des séquences de la veille, tout ça. Donc je filme, je monte, que des petites sections, je les cumule pas pour pas qu'il y ait trop de temps de montage, tout ça, ben voilà. Je coupe tout. Au pire, pendant 2 jours, je vais pas le faire et puis je vais rattraper parce que sinon ça prend trop de temps. Donc le fait de faire des petits morceaux très réguliers, ça me prend pas trop de temps sur ma journée, ça va. Alors après, est-ce que pour la question du sport, forcément que le temps que je passe là, comme je vous ai dit, bah, entre filmer, le montage, la mise en ligne, les commentaires, c'est 3 heures et demie dans la semaine, bah, c'est 3 heures et demie où je peux pas faire autre chose. Bah, ça c'est sûr. Je vais pas pouvoir faire une autre activité. Mais après, c'est un choix que j'ai fait. J'aime faire les vidéos, partager avec vous. Donc je le fais avec grand plaisir et c'est du temps que je prends pour, et ça me dérange pas du tout. Le jour où ça deviendra une contrainte, et ben j'arrêterai. Le jour où j'aurai plus de plaisir à faire des vidéos, où je me dirai ah ouais vraiment ça me prend trop de temps, je peux plus, bah c'est tout, j'arrêterai et puis voilà. J'aimerais savoir comment tu organises tes journées entre ton métier de nounou, tes podcasts et tes tricots. Bah voilà, vous avez pu voir quand est-ce que je tricote. Bah je tricote quand je peux, en dehors de mon travail. Le podcast, bah soit je vais filmer le soir, ou soit si vraiment je sais que, bah par exemple l'hiver c'est quand même plus compliqué le soir parce qu'il y a moins de lumière, je vais essayer de filmer plutôt pendant le temps de la sieste si mes petits me le permettent. Après c'est devenu une habitude, comme je vous disais, je fais que des petites sections, se trouver 15 minutes dans une journée, c'est pas trop compliqué. C'est pas je me pose 1 heure ou 2 heures pour faire un podcast. Ça je veux plus. Je l'ai fait pendant un mois. J'ai fait, hein, j'ai débuté comme ça comme beaucoup. Maintenant non, je veux plus. Ça prenait. Alors là ça prend le samedi, hein. Entre filmer, monter, mettre en ligne, faire la description de la vidéo, ça prend la journée. Non. Ça je veux plus. C'est pour ça que maintenant je fais que des vlogs, je vous fais des petites sections, et maintenant je vlog même plus le week-end. Donc moi le vendredi soir tout est clôturé.
Voilà, je commence le lundi, je termine le vendredi, le week-end, il y a plus de YouTube. Je regarde pas. Je regarde pas les commentaires, je réponds à rien, le week-end c'est mon week-end, je coupe. C'est vrai que c'est comme si c'était un deuxième boulot, le week-end je coupe, voilà. Et d'ailleurs, vous voyez, là, je suis en vacances, enfin là non, mais je prépare cette vidéo dans l'idée de mes congés pour avoir cette année, alors pas que j'en ressentais le besoin, mais je me suis dit que ça me ferait pas mal de faire vraiment une coupure de YouTube. Pas aucune vidéo, rien, je filme pas, je coupe. Comme ça, je reviendrai en forme. Alors, ne culpabilises-tu pas de tricoter si souvent dans la journée à défaut de faire autre chose? Bah non, pas du tout. Je vois pas je vois pas pourquoi je culpabiliserais. Je tricote à la maison, je suis là pour mes enfants, mais «Maman, j'ai besoin de toi pour un devoir». Bah, je lâche mon tricot et je vais le voir. Alors que si je serais en train de faire du sport, dans une salle de sport, bah, il pourrait toujours attendre, il faudra qu'il attende que je revienne, 1 heure après, quoi. Donc non, en fait, tricoter, on est là tout le temps. Je suis là pour mes enfants, en plus de pouvoir faire ma passion. Je peux tricoter et faire ma passion tout en partageant des choses avec eux. Donc il y a pas à dire. Je peux les accompagner à leur, séance de basket par exemple, tout en tricotant, alors que si j'avais une autre passion qui, serait tout autre, de la musique, de la poterie, où il faudrait se rendre à un atelier, ben je pourrais pas être là pour eux. Ah, c'est ce que j'adore avec le tricot, c'est nomade et on peut faire ça comme on veut, quand on veut, en toute liberté, il y a aucune contrainte avec le tricot. C'est complètement libre et ça, c'est vraiment chouette. Franchement, il y a pas à dire. C'est comme mon métier, je travaille à la maison, je suis quand même très disponible pour mes enfants. Bah, le tricot, c'est finalement, la même chose. Je suis très disponible pour ma famille aussi. Le tricot, ça, on peut... Alors oui, ils l'entendent souvent, hein, le «Attends, je termine mon rang». Oh, chut, je compte mes mailles. Je dis pas, hein, ils l'entendent. Mais je suis disponible dans les minutes qui suivent. Voilà, il y a pas de souci. On lâche le tricot, on peut le reprendre après, il y a pas de problème. C'est ça que j'adore. Et par exemple, et j'ai pas l'envie de par exemple, moi j'ai pas, nous chez nous on habitait à la campagne, donc si en plus je faisais une activité si je choisissais de faire une activité autre, il y aurait le temps de trajet, donc moi je vois mon compagnon doit faire une demi-heure de route pour se rendre lui à son sport et il me dit: «C'est parce qu'il peut partir de son travail directement pour y aller et donc ça lui fait gagner du temps, sinon il le ferait pas». Il partirait de la maison, il me dit: «Bah non, j'aurais arrêté depuis longtemps parce que trop de route». Et donc j'ai des fois des horaires atypiques, j'ai des loulous qui sont déjà venus à la maison à 5 heures du matin, comme j'en ai certains qui dînent le soir avec nous. Et ben dans ces cas-là, il y a pas de possibilité de faire une pratique, d'un sport ou d'une autre activité en dehors de la maison. Et aussi c'est ça, le tricot, c'est que, vraiment une fois que j'ai fini mon travail, je ferme la porte, et ben je peux avoir mon loisir là tout de suite et me détendre. Donc franchement le tricot, c'est vraiment, ça son gros avantage, on peut tricoter comme on veut, quand on veut, c'est vraiment, libre. Comme pour des gens qui vont faire de la peinture chez eux, pour toute activité qu'on peut pratiquer à sa maison. C'est vrai que ça permet on n'a pas la contrainte, du lieu, de l'heure ou autre, on est vraiment libre. Donc non, je ne culpabilise pas, de tricoter, voilà. J'ai l'impression que vous pensez que je tricote, beaucoup, beaucoup. Parce qu'il y a une autre question du même genre, mais on va y passer tout de suite. À l'entourage. Est-ce que ton entourage tricote aussi? Alors non, mais non, à part la femme de mon papa qui tricote un peu, après mon entourage, mes tricopines tricotent, non mais voilà. Sinon dans mon entourage familial ou autre, dans des amis hors tricot, il y a personne qui tricote à part la femme de mon papa. Est-ce que les parents des enfants que tu tricotes savent que tu es connue dans le monde tricotesque? Non, non, pas du tout et j'espère pas. Non, ils savent pas. Voilà. Ils viennent à la maison, ils voient, forcément des choses, ils voient de la laine, mais j'ai jamais eu de question ou quoi que ce soit là-dessus et je crois pas qu'ils soient tombés, sur l'eau demoiselle. Ah, quand j'y pense, ça me fait rire. Est-ce que tu as transmis ton addiction à ton entourage? Merci tout plein pour tes podcasts, à mon entourage proche. Ben non, non, j'ai pas l'impression que mon entourage ait envie de tricoter, j'ai jamais de compliments, de réflexions sur mes tricots. Voilà, on peut aller dans ma belle famille, tout ça, il y a personne qui va me dire quoi que ce soit sur ce que je porte, ils s'en fichent. Donc non, j'ai donné le virus à personne. Et voilà, là ça revient, et c'est une question, qui revient donc avec un peu, la section d'avant. Comment ton entourage vit ton occupation tricot assez intense au niveau du temps, de l'argent que cela représente? Au niveau de l'argent, j'ai envie de dire, c'est mon argent à moi, donc mon entourage, moi donc ma famille très proche, voilà, mon homme et mes enfants. Le fait que je tricote autant, ben, je pense qu'ils s'en fichent. Comme je vous ai dit avant, je suis disponible. Voilà, il y a pas de souci. On veut aller faire une promenade, bon bah, voilà, je termine mon rang et on va faire la promenade. Il y a pas de
je vais pas me priver de quelque chose pour le tricot. On emmène, alors c'est sûr, voilà, on va emmener nos garçons au skatepark. Moi personnellement, je fais pas du skate. Je fais une frayeur de cette chose. Je déteste quand on va au skatepark. J'ai toujours peur qu'ils se fassent mal. Mais donc moi, je vais tricoter et eux vont faire leur skate. Tout le monde est content dans l'histoire. Mais j'amène mes garçons à la piscine. Je vais aller à la piscine avec eux. Je vais aller nager. J'adore ça. J'adore la piscine. Donc on va profiter de ce moment-là ensemble. Pendant les vacances, on adore faire de les garçons adorent faire de l'acrobranche. Je déteste ça. J'ai le vertige. Donc je suis en bas, je les suis partout. Donc je les regarde, tout ça, mais je tricote un peu. Voilà, tout le monde est content. Mais on fait pas mal de choses. Alors après, donc voilà, on va faire des brocantes et tout, je vais pas tricoter. Si on va manger au restaurant, je vais pas tricoter. Voilà. Il y a au cinéma, alors juste pour le côté rigolo du cinéma, je vous montre, je filme un peu le tricot pendant les bandes annonces, mais après en fait quand je regarde le film, et je tricote pas. Mais le cinéma, c'est quand même pas quelque chose qui me passe, c'est pas ce que je préfère faire, on n'est pas très adepte du cinéma. Et en termes d'argent, bah mon homme, il me dit rien parce que de toute façon c'est mon argent à moi et qu'on n'a pas de problème d'argent, tout ça. Je suis bien libre de faire ce que je veux. Il a bien conscience de la valeur de la laine, que c'est du fait main, c'est de l'artisan. Lui aussi, il travaille pour un artisan et ses services à lui coûtent très cher aux gens. Quand il est employé par des particuliers parce que donc il est menuisier et quand il va travailler pour faire des meubles dans une maison, euh, les gens payent très cher pour qu'ils aient des meubles en bois bien faits à la main, avec un bois spécifique et tout, sur mesure. Les gens payent extrêmement cher pour ça. Ils payent très cher le matériel, mais l'ouvrier aussi. Donc donc mon homme, il est pas à son compte, il est un patron, mais de toute façon il est bien au courant de combien les gens y payent. Donc voilà, il sait très bien que la valeur du fait main a un coût qui est certes élevé, mais c'est du fait main. Et il sait très bien la qualité, tout ça, donc non, il préférera acheter du fait main, la laine teinte main, que d'acheter de l'industriel. Et après, l'entourage autre, et ben en fait ils savent rien. Je ne tricote pas quand on a des gens. Je ne tricote pas quand on va dans ma belle famille ou quand ils viennent à la maison. Je ne tricote pas. Quand je vois des amis hors tricot, je ne tricote pas. Donc ils voient pas du tout à quel point je pourrais tricoter. En fait, je pense que vous imaginez que je passe ma vie à tricoter, mais non, c'est ce que je vous montre en vidéo. Je vous parle que du tricot, mais à côté de ça, on fait des randonnées, on va faire des brocantes, on va aller voilà à la piscine, il y a plein de choses que je vais faire et je ne vais pas tricoter. Quand on va voir des amis, tout ça, je ne tricote pas. Et donc ils ont pas l'impression que je passe mon temps à tricoter parce que en fait c'est pas le cas. Tout simplement. Maintenant on va parler des autres podcasts. Coucou les demoiselles, est-ce que tu regardes des chaînes YouTube sur le tricot notamment et pas seulement? Si oui lesquelles? Merci pour tout le contenu que tu nous proposes. Bonjour, vous avez le temps de regarder au-dessus des tricoteurs, tricoteuses, que ce soit sur YouTube ou d'autres réseaux. Et regardes-tu des podcasts de tricot? Quels sont tes 5 prefs de pref que tu ne rates jamais? Comme moi pour une certaine lot demoiselle. Alors oui, je regarde des podcasts. Pendant le temps de sieste de mes loulous, et bah, je vais pouvoir essayer de regarder un petit épisode parfois. Alors, j'ai pas de préf. Donc je regarde MJ, Margiva, je regarde Cécile que font mes mains, je regarde Christelle de Rêver sa vie en couleur. Je regarde Nathalie, By Night. Après, qui est-ce que je regarde en podcast tricot? Plus récemment, Marie-Elix. J'aime beaucoup son univers. C'est vraiment mes préférés du moment. Je regarde un peu Tricot et Stitch, mais là pareil, souvent je rate. En fait, je suis pas non plus, voilà, je sais qu'elle sort son podcast le lundi à 17h. Je peux vous dire que là, je suis pas tous les lundis à 17h à me dire que je vais le regarder. Je regarde tous les podcasts, mais toujours avec du retard en fait. Et quand ils sont longs, bah, je vais les regarder en plusieurs fois aussi. C'est pas évident après. Pour se rappeler de ce qu'on a vu au début, voilà, je vais regarder par à-coup de 30-45 minutes. Donc les podcasts, je les regarde aussi, un épisode qui va faire 1 heure ou plus, je vais les regarder en 2 ou 3 fois. Et après, je suis aussi d'autres choses. Par exemple, ce que j'aime bien regarder les vlogs de Les Infusettes Illustrations que j'ai découvert grâce à Christelle. J'aime beaucoup son univers très doux et tout, c'est l'illustration. J'aime beaucoup regarder Caro from Houland aussi. Très intéressant de voir son illustration et toute sa partie entrepreneuriale. Je suis pas sûre du mot. Je regarde aussi sur les plantes, par exemple, j'ai regardé Marion Botanical que je suis énormément pour ma petite jungle à la maison, l'entretenir comme il faut. Je vais regarder des chaînes d'actualité parce que nous on n'a pas la télé, donc c'est mon seul moyen parce que j'écoute pas la radio non plus, c'est mon seul moyen d'avoir des informations sur l'actualité, donc je suis des chaînes d'actualité. On joue aux jeux vidéo à la maison.
Donc je vais suivre aussi des chaînes de jeux vidéo. Donc voilà, il y a quand même pas mal de petites choses que je suis, que je regarde. Après j'aime bien regarder des documentaires. Je regarde beaucoup aussi la chaîne, Arte, tout simplement. Ils font des super vidéos, des super documentaires que j'aime bien regarder et Nota Bene aussi par exemple. Voilà un peu, ouais dans les podcasts, je vous ai dit ceux vraiment que je préférais regarder, en ce moment. Petite, apparition, je m'en suis doutée, je savais bien que j'allais oublier des gens. Dans les podcasts, il y avait quelqu'un que je voulais citer parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait, c'est Sylvia de la chaîne Sylvia tricote les couleurs. J'aime énormément. Autant pour la personne qu'elle est, elle est hyper pétillante et tout, c'est vraiment quelqu'un que j'aimerais rencontrer en vrai, elle a vraiment l'air super chouette et voilà, Sylvia, je te fais des bisous si tu passes par là, et franchement j'aime beaucoup ce qu'elle tricote, elle tricote des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, elle a son style à elle, son univers à elle, et j'aime énormément, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne si vous connaissez pas, parce qu'elle mérite franchement d'être connue, elle a pas énormément d'abonnés, et voilà, donc je voulais revenir vraiment vous en parler de vive voix, et je vous laisse avec la suite. Alors ensuite, catégorie d'hiver. Alors j'ai mis un peu toutes les questions que je savais pas où mettre ailleurs. Ta couleur été et ta couleur hiver préférée? Alors je pense que l'été c'est le jaune. J'aime franchement bien le jaune ou le blanc. J'aime bien le blanc aussi. Voilà, jaune, blanc. Ouais, c'est vraiment mes couleurs que j'aime bien. Ensuite, pour l'hiver, alors ça va être les couleurs de l'automne en fait, ça va être tout ce qui va autour du orange, rouille, marron. J'adore, j'aime vraiment. Beige, enfin ça va être, et que je vais coupler avec du beige. Parce que j'aime beaucoup les vêtements clairs, et donc je vais mettre par exemple des jacquards plus foncés. Alors le plus joli compliment fait pour une pièce que tu as tricotée? Non en fait, alors soit j'ai des compliments parce que c'est les copines, elles vont dire: «Ah c'est joli tout ça», voilà entre tricopines, mais parce que on est dans l'univers du tricot où mes hommes ils ont l'habitude, mais j'ai pas eu un si j'ai toujours: «Bah, oh c'est beau, j'adore et tout ce que tu fais», mais ouais j'ai souvent de: «Ah c'est beau tout ça», mais jamais de vraiment, un super compliment, de quelqu'un d'extérieur qui s'y connaît pas en tricot, j'ai jamais eu. Alors, ce que tu regrettes le plus dans le tricot? Bah, j'ai pas de regrets. Franchement, j'ai jamais eu de grosses, déconvenues ou bah, même si, il y a eu des fails, c'est tout, c'est dans le tricot comme dans tout, il y a des fails. J'ai pas de regrets dans le tricot, c'est un loisir, je le fais parce que j'ai envie, je suis pas contrainte, donc non, franchement, aucun regret, dans le tricot. As-tu pensé à donner des cours de tricot? Tu ferais cela très bien, je pense. Non, j'ai jamais pensé à ça. Ça m'est jamais venu à l'idée, je suis pas sûre que j'y arriverai. Je sais pas. Non franchement, non, ça m'est jamais venu à l'idée, l'esprit, je sais pas. Si un jour si on me proposerait, je crois que je serais quand même vachement mal à l'aise. Je saurais peut-être pas, il faut quand même c'est quelque chose qu'il faut préparer tout ça, se dire: «Bah, quel modèle on va faire?» Ouais non, c'est moi le tricot c'est du loisir. Je veux pas que ça devienne, une contrainte et une prise de tête, donc non j'y ai jamais réfléchi et je pense que faudrait vraiment que l'occasion se présente, j'y réfléchirai à 2 fois à ce moment-là, mais pas sûr. As-tu déjà pensé à vendre certaines de tes créations? Alors non, parce que tout simplement, c'est illégal. Voilà. À l'heure actuelle, je tricote que des patrons à usage personnel. Quand on achète un patron, c'est écrit en bas des patrons si on peut vendre l'objet fini ou pas. Et globalement, normalement, on peut pas. Vous pouvez pas acheter un patron et vendre la pièce, qui découle du patron, c'est pas possible. Pour ça, vous faut l'accord du designer à chaque fois et il me semble que Longam avec Anna, à un moment, avait créé une licence pour qu'on puisse, vendre les tricots réalisés à partir de ces patrons. Mais donc non, ça m'est jamais venu à l'idée de vendre ce que je peux faire et puis, même si j'achetais un patron que je pourrais revendre derrière, moi, dont je pourrais revendre le tricot fini, j'aurais tellement peur, des petits défauts parce que, ben, c'est du fait main, il y a des défauts et je chercherais trop la perfection pour que ça soit vraiment bien, pour satisfaire le client que non, ça me ferait une prise de tête, enfin, j'ai pas du tout envie, d'essayer ça. Mais voilà, je vous rappelle, donc vous ne pouvez pas vendre, de tricot fait sans l'accord du patron. Alors il y a des patrons qui doivent l'autoriser, hein, je pense, mais sinon non, vous ne pouvez pas. Je vais en profiter d'ailleurs pour rebondir sur autre chose, une question qui m'a pas été posée, mais c'est pour tout, parce que j'ai déjà rencontré le souci. Un patron que vous avez acheté en format donc PDF, vous ne pouvez pas non plus l'offrir à quelqu'un.
Ça m'est déjà arrivé de recevoir des mails de personnes: «J'adore ce que tu fais et tout, je voudrais, t'offrir un cadeau» et on m'envoie le PDF d'un patron. Bah, c'est pas un cadeau. En fait, ça, ce que vous faites, c'est illégal, c'est du partage, de copies, non respectueux du travail du designer. La seule moyen d'offrir un patron, en fait, sur Ravelry, vous pouvez faire «offrir à» et dans ces cas-là, en fait, vraiment, vous avez acheté une nouvelle copie du patron que vous offrez à une personne. Le designer a vraiment touché pour la deuxième fois de l'argent et la personne l'a reçu en cadeau. Là, à ce moment-là, c'est vraiment un cadeau qui est légal et qui respecte bien, tout, mais vous pouvez pas envoyer une copie d'un PDF, par un mail à une personne. Ça m'est déjà arrivé, donc j'ai répondu à la personne que, ben, c'était gentil, mais que si je venais à tricoter ce modèle-là, c'est que, ben, j'aurais moi-même acheté le patron derrière pour respecter le travail du designer. Je préférais le préciser aussi, on sait jamais, une petite piqûre de rappel, ça fait pas de mal. Nous allons organiser un événement tricot à côté de Angers en septembre 2024 sur un week-end. Nous aimerions vraiment votre présence, serait-ce possible pour vous? Alors c'est très gentil, je sais pas du tout, que ça va être, mais voilà, si vous êtes près d'Angers, suivez un peu, septembre 2024, il devrait y avoir quelque chose. Et sinon, en fait, je pense que non, je ne serai pas disponible. Je me déplace pas pour le tricot. En fait, le tricot, je vais me rendre à des événements où pour nous, en voiture, c'est 2 heures de voiture, grand maximum. Je crois qu'on avait été jusqu'à Dieppe. Dieppe, ça doit être 2h30 pour nous, il me semble, et c'est vraiment le grand maximum qu'on avait fait. Il avait quand même fallu qu'on prenne un hébergement sur place, pour passer la nuit, tout ça. Bon bref, ça a un coût. C'est quand même pas anodin et donc pour le tricot, je ne veux pas, avoir trop de coûts lors d'un déplacement. Donc par exemple, je vois bien des festivals qui sont magnifiques, comme il y avait, les Bigoulènes en Bretagne, il y a le Knit-It, il y avait en Alsace, il y avait pas mal de choses, mais ça fait beaucoup trop loin pour me rendre. Il faudrait, entre le transport, l'hébergement, non, ça fait un budget vraiment trop conséquent. Je préfère rester quelque chose de local. Et j'ai la chance d'avoir quand même plusieurs maintenant festivals, près de la maison, voilà, à 2 heures de route au grand maximum. Heu, non, je ne me rendrai malheureusement pas plus loin en France, pour aller à des événements laineux. Dans les divers, on va passer dans le divers mode et beauté. Où trouves-tu tes boucles d'oreilles? Elles sont toutes plus belles les unes que les autres, des bisous Laura. Alors, par exemple, celles que je porte aujourd'hui, ce sont des maisons pleines fleurs. En fait, principalement, je dois avoir maison pleine fleurs, les créations de Jules et une autre marque, que je n'ai plus à l'écran, je sais plus, je vais vous mettre à l'écran parce qu'au moment du montage je l'aurai retrouvé, c'est Sweet quelque chose et principalement mes paires de boucles d'oreilles viennent de là-bas. Je suis extrêmement difficile au niveau des boucles d'oreilles, car je suis extrêmement sensible, à mes oreilles. Je fais beaucoup d'allergies, il y a des boucles d'oreilles, que je peux pas mettre parce qu'au bout d'une heure, en fait, mon oreille s'infecte, devient rouge, gonflée et tout. Je suis très allergique à certains métaux et tout et en fonction des marques, des attaches utilisées, ça passe ou ça passe pas. Et donc là, je sais que ces 3 marques-là, j'ai essayé et j'ai pas de soucis, et ça fonctionne bien. Donc là, par exemple, c'est des, maisons pleines fleurs que j'aime énormément. Donc voilà, principalement c'est ces 3 sources-là parce que je sais que je peux porter leurs boucles d'oreilles, sans avoir de problème. Et aucun rapport, je me vexerai pas si tu réponds pas, mais tes ongles sont toujours parfaits, tu les fais toi-même? Si oui, comment? Donc bon, bah mes ongles, je les fais moi-même, j'utilise du vernis semi-permanent, ça permet de les garder plus longtemps. J'ai pendant des années utilisé du vernis classique, mais au bout de 2-3 jours ça s'écaille et c'est moche. Là j'utilise du semi-permanent de chez Manucuriste. Ça me convient très bien, ça tient très bien. Après, ça finit par s'abîmer, hein, avec, si vous faites la vaisselle, tout ça, vous mettez les mains dans l'eau, vous frottez beaucoup. Vous voyez, là je l'ai cassé. C'est pas non plus, voilà, mais ça tient quand même beaucoup, plusieurs jours, sans s'écailler, en restant beau et tout. Alors ça reste, du vernis semi-permanent sous une lampe UV, c'est quand même dangereux, c'est nocif. Mais voilà, c'est comme ça que je fais. Et ensuite, la dernière question mode, c'est où trouves-tu tes robes? Grosso modo, 99% de mes robes proviennent de chez Promode. Vous adorez, mes 2 nouvelles, alors il y en a 2 que j'ai acheté, alors j'en ai acheté 4 cette année, 2 à motif et 2 unis, et les 2 unis, vous plaisent énormément, elles viennent de chez Promode, comme les 2 à motif. Moi j'achète, chaque année. En fait, je craque pour 1 ou 2, cette année pour 4 parce qu'ils avaient sorti le nouveau modèle tout en jersey avec un col en V et avec une sorte de tresse vraiment très belle.
hyper confortables, je suis vraiment bien dedans, je les adore et je craque toujours pour 1 à 2 avec des motifs, parce que c'est des modèles qui sont souvent alors avant elles étaient toujours à 20 €, là elles sont passées à 23 €, celles à motifs et celles, unies elles sont à 25, mais franchement je suis tellement bien dedans, celle unie là, c'est tout en jersey, c'est hyper confortable, je peux que vous les conseiller, franchement je les adore. Mais donc voilà, mes robes reviennent de chez Promode. Ça c'était l'instant beauté et mode. Et enfin, les dernières questions concernent mon travail d'assistant maternelle. Donc quel parcours as-tu fait pour devenir alors on m'a mis MAM, mais alors moi je suis pas une MAM, moi je suis une AMA. Donc MAM, ça veut dire maison d'assistante maternelle. Donc c'est quand et moi je suis assistante maternelle. Moi je travaille à mon domicile. Quand on fait une MAM, c'est qu'on fait une maison, on travaille dans un local en dehors de sa maison. Maintenant, il est désormais possible d'être assistante maternelle agréé dans un autre, local que sa maison, et être regroupé avec au maximum 4 assistants maternels. Ça ressemble à une micro crèche, hein. Mais voilà, donc moi je suis assistante maternelle, agréée à mon domicile et en fait il suffit de faire une demande auprès de son conseil départemental, qu'on a tout un premier formulaire à remplir avec nos motivations et tout, hem, avec tout un tas de questions. Ben, moi depuis le temps maintenant ça fait combien d'années que je suis à ce mat? Bah, ça fait plus de 10 ans, donc le dossier, il a dû changer. Je sais que là, maintenant, il a changé. En tout cas, en plus, de département en département, c'est pas le même. Il peut y avoir des différences, il me semble, donc voilà. Il faut faire auprès de son conseil, départemental une demande. On demande le dossier, on le remplit et ensuite on a un entretien à son domicile qui prend, 3 à 4 heures où il y a un entretien oral où on va nous poser tout un tas de questions sur notre manière de travailler, sur comment on va gérer, les repas, les siestes, les changes, les bobos, avoir 4 enfants, parce qu'on peut être agréé donc pour 4 enfants simultanés de 0 à 18 ans. Donc si on a, 4 bébés qui marchent pas, comment on gère les sorties à l'école, comment on gère, tel accident, une coupure, un enfant qui s'étouffe, voilà, comment on change, avec comment on va changer un enfant, si on le change un enfant, qu'est-ce qu'on fait avec les autres? Voilà, c'est vraiment tout un c'est un bombardement de questions, mais c'est tout à fait normal parce qu'on a sous la responsabilité des enfants et donc c'est une responsabilité énorme et durant cet entretien, donc il y a toute la partie, questionnement oral, tout ça et après il y a la visite du domicile puisque le domicile doit répondre à des normes de sécurité. Pou et puis également à avoir tout le matériel, nécessaire pour l'éveil et le bien-être et les soins des enfants. Où est-ce qu'on va les faire dormir, dans quel lit, avec quel matelas, quel drap, quels jeux ils vont avoir, pour quel âge et tout. Voilà, il y a tout ça qui est donc c'est un entretien qui dure 3 à 4 heures. Et voilà, après, on a un avis positif, favorable ou défavorable, donc de la PMI donc c'est le service protection maternelle et infantile, si je dis pas de bêtises. Après on est agréé pour 5 ans et on fait un renouvellement, régulièrement, tous les 5 ou 10 ans pour, continuer à être agréé puisqu'on est, voilà, on est recontrôlé régulièrement afin de s'assurer que tout va bien. Comment en es-tu venue à changer de domaine professionnel, passage à assistante maternelle par rapport à tes études de base? Alors moi j'ai un parcours un peu quand même atypique, puisque j'ai été maman l'année de mon bac. Donc moi, un peu avant mes 18 ans, j'ai eu mon premier garçon, Axel. Donc il est né en janvier et j'ai passé donc mon bac, dans la foulée, je l'ai eu, donc en juillet. Suite à ça, j'ai poursuivi mes études, donc moi j'ai un DUT en génie biologie, spécialité agroalimentaire. Donc j'ai fait mes 2 années et j'ai obtenu mon diplôme, donc j'aurais pu travailler dans une industrie agroalimentaire et faire les contrôles alimentaires. Voilà, s'assurer que, les aliments qui sont, par exemple, si c'était des plats cuisinés, ben s'assurer qu'il y a pas de bactéries ou autres dans le plat, que tout est conforme. C'était pour ça mes études. Donc j'ai fait mes études parce que c'est quelque chose qui me plaisait, parce que c'était quelque chose qui était accessible pour moi. Moi à ce moment-là, j'étais jeune maman et j'avais pas le permis, je pouvais pas le faire en dehors de ma ville et tout, je voulais pas partir trop loin donc voilà, j'ai choisi de faire ça et en fait, à la fin de mes études, j'étais enceinte de mon deuxième, de Noah. Donc en fait, j'ai mené ma grossesse, Noah est arrivé et j'ai fait le choix à ce moment-là de me dire: «Je vais m'occuper d'abord de mes enfants». Parce que Axel, j'avais pas pu m'en occuper ces 2 premières années parce que ça avait été vraiment mes études, à fond. Je m'étais dit: «Il me faut mon diplôme», je voulais pas être sans diplôme. Donc vraiment, j'avais pas pu profiter de lui, il allait chez l'assistante maternelle justement et je m'étais dit: «Bah non, je veux pas faire ça pour mon deuxième, je veux pas faire ça pour Noah». Donc je m'en suis occupée au départ
pendant ces 3 premières années et là, il a fallu se dire le boulot. Je me voyais pas partir dans ce pourquoi j'avais fait mes études parce que nous, chez nous, c'était, on est près de la côte, c'est que des usines à poissons, donc en fait, on travaille c'était aller au travail très tôt le matin parce qu'en fait, il fallait annuler c'est beaucoup d'analyses sur le poisson quand il débarque au matin. Non, c'était pas compatible avec ma vie de famille, c'est pas du tout ce que j'avais envie. Donc je me suis orientée vers autre chose et c'est là que je me suis dit, que j'allais devenir assistante maternelle et j'ai toujours été au final assistante, maternelle. J'ai eu des études dans un domaine, finalement j'ai travaillé complètement dans autre chose et maintenant je me forme, chaque année je fais des formations auxquelles j'ai le droit pour me performer dans mon métier et maintenant ça fait plus de 10 ans que je suis assistante maternelle et je ne veux pas changer. J'aime énormément, j'ai trouvé ma voie et franchement je me verrai pas faire autre chose et j'irai pas faire des analyses. Franchement les boîtes de pétri et tout le tralala, Heu, non, ça va aller. Ah, par exemple, un podcast que j'aime bien, je voulais pas c'est vrai que j'y pense pas parce que je suis en retard dans ces podcasts, c'est Lysandre. Lysandre Hourdin, j'aime beaucoup son univers, son peps et tout, j'aime beaucoup et ça me fait repenser à mes études, de voir, ses biologies, tout ça. Je me rappelle que j'ai fait mon dernier stage, avec des personnes qui faisaient leur thèse et tout, ça avait été, incroyable donc ça me remémore, j'ai envie de dire ma jeunesse, mais je suis pas si vieille que ça, mais bon ça date quand même déjà il y a 15 ans et puis oui, bon, c'était quand même quand j'étais, jeune adulte, hein, je le suis un peu moins. Donc voilà, ça me fait, ouais, c'est chouette de voir Lysandre, parce qu'elle nous partage quelques images de son laboratoire, ça me rappelle des bons souvenirs, de moi aussi en blouse blanche, il y a quelques années. N'avez-vous pas peur pour les repas de vos plus petits accueillis de tacher vos pulls faits main, notamment lors de la diversification quand les petits s'amusent à cracher leur purée? J'avoue, je ne pas oser trop porter mes pulls quand je travaille, la purée de carottes ne pardonne pas. Eh ben, je mets un tablier. Je mets un tablier quand le midi, je sens que ça va être trop risqué parce que la purée elle est orange, parce que voilà, risque de cracher d'éternuement. Je mets un tablier tout simplement. Pour être sûre de protéger mes tricots, voilà. Alors après je me tâche, hein. Je me suis fait, alors récemment non, mais c'était ce printemps, cet hiver ou ce printemps, je me suis fait des taches de sauce tomate sur mon pull et mon homme m'a dit: «Bah ça te fait des jolis speckles». Bon bah c'est tout. Ah, ils sont jamais partis les taches de sauce tomate, hein. Je me des en fait souvent mes pulls je les tâche moi-même, c'est rarement mes petits, c'est moi. Après j'ai déjà eu, je sais que mon millefeuille il a une tache rouge et bleue, à ce niveau-là, parce que c'était le truc là, le truc, la coupe du monde de foot et mon beau-frère est venu à la maison, c'était au mois de décembre, c'était l'anniversaire de mon homme et on faisait son anniversaire et ils étaient venus pour manger le gâteau et mon beau-frère avait insisté pour qu'on mette le match. Alors je vous raconte pas, on n'a pas la télé en plus, donc il a fallu qu'on trouve un site qui rediffusait le match. Bon, ça avait pas été compliqué, hein, je crois qu'on était en finale contre l'Argentine. Oh, je sais plus, oh, je suis pas très foot. Toujours est-il que les enfants, donc les neveux et nièces, ils étaient venus avec les trucs là, les craies pour faire bleu, blanc, rouge sur le visage et au moment de partir, elle me fait un câlin. J'avais bleu, blanc, rouge sur mon pull blanc. Après c'est pas parti. J'ai pas rigolé sur le coup, mais bon, c'est tout. Alors c'est assez bien parti, mais moi quand je regarde, je vois bien la tache bleue et la tache rouge. Bon bah c'est tout. Voilà, c'est on peut pas éviter, toutes les tâches, c'est voilà. Mais au moment du repas, pour mes petits, je mets un tablier ou si vraiment ça craint, je passe à autre chose. Voilà, mais quand on fait de la peinture, après je reste prudente, je fais attention, je relève bien mes manches et puis l'habitude fait que puis bon, des accidents ça arrive, c'est tout. C'est comme ça, c'est le risque, hein. Mais je porte, mes tricots même si je travaille alors ils se font baver. Ah oui, par exemple dans le truc du lavage, si je me fais régurgiter du lait dessus, je vais le laver. Voilà. En fait je crois que sur une que je les lave parce qu'ils sont tachés, hein. Je suis pas Ouais, je pense que je les lave, ils sont tachés. Ou non, ils viennent te faire un câlin, puis un coup de nez plein de mauve. Enfin bref, voilà, si vous avez des enfants, vous connaissez tout ça, les joies. Donc voilà, on a fait le tour de cette vidéo. Et ben j'espère que ces petites questions-réponses vous auront plu. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à ça et d'avoir donné autant de questions pour que je puisse faire ma vidéo. C'était rigolo de voir les thématiques qui revenaient quand même souvent, comme le budget, le temps, les a priori que vous pouviez donc avoir un peu. Voilà, j'ai bien aimé, on a parlé de tout, hein, tricot, laine, podcast, bijoux, enfants. Un peu mon quotidien, franchement, voilà, c'était vraiment chouette. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. On se retrouve bientôt, promis, pour un vlog. Je vous laisse la semaine prochaine avec une autre vidéo. Je vous en dis pas plus, ça parlera tricot. Quelque chose que j'ai fait
ces derniers temps, mais que je vous ai pas montré. Je vais pouvoir enfin vous en parler, vous le montrer. Ça sera pour la semaine prochaine et après je reviendrai normalement, ne vous inquiétez pas. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo et surtout un bon tricot. Et je vous dis à bientôt. Bye!